Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler OVNI. Il y a quelques temps, j'ai découvert une chaîne YouTube incroyable, elle s'appelle Epan, et je suis avec son créateur qui est, pour moi, spécialisé dans ce domaine. Salut Simon, comment tu vas? Salut Julien, ça va très bien. Aujourd'hui, je me suis permis de te contacter pour justement discuter de cette thématique incroyable qui passionne tellement de personnes en plus. Pourquoi tu as voulu lancer cette chaîne YouTube? J'ai lancé cette chaîne parce que je suis à la base très curieux de ce phénomène. Donc quand je dis à la base, c'est peut-être vers l'adolescence que je découvre ça. Ça vient, je pense, de mon intérêt pour les sciences, notamment l'astronomie, la cosmologie, et aussi mon intérêt pour l'image, et particulièrement le cinéma, et aussi la science-fiction. Et en fait, lorsque tu te rends compte qu'il y a un petit mariage des deux qui se trame un peu dans les bas-fonds d'Internet, bah, tu commences à aller un peu de renseigner sur le sujet. Donc moi, c'est ce qui s'est passé à l'époque, quand j'étais plus jeune, ado, et je prenais vraiment ce sujet-là, même si je voyais qu'il y avait des choses très intrigantes, troublantes, etc., je prenais vraiment ce sujet comme un bonbon comme ça que tu manges de temps en temps. C'était un petit plaisir coupable. Et en fait, au fur et à mesure, je m'intéresse de plus en plus, je découvre qu'il y a des choses qui commencent à être plutôt crédibles. Et en 2017, on a un article du New York Times, un article enquête, qui dévoile l'existence d'un programme secret au sein du Pentagone qui étudie le phénomène OVNI. Et donc là, ça a été quand même un marqueur décisif par rapport à la manière dont on considérait ce sujet. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, dis donc, il y a peut-être quelque chose qui est à faire en matière de documentaire, en matière d'image, qui est en fait mon métier à la base. Moi, je suis réalisateur. C'est pas tout de suite que je l'ai fait, c'est pas tout de suite. J'ai attendu que quelqu'un le fasse. Personne s'en est trop occupé. Et en 2023, rebelote, il y a des audiences au Congrès américain. Et donc là, durant ces audiences, on entend sous serment 2 pilotes de chasse et un ancien membre du renseignement qui parlent de ce phénomène, expliquent qu'ils ont vu des choses complètement extraordinaires. On en parlera, j'imagine. Et il y a même un membre du renseignement qui explique que lui, il a découvert les traces d'un programme de récupération de ces objets et qu'a priori, l'intelligence qui se cache derrière ces objets n'est pas humaine. Voilà, on est au Congrès américain. Ouais, c'était fou. C'est fou. La révélation est folle. Elle est on folle. va essayer d'en reparler un peu plus tard. Ouais, carrément, mais c'est pour expliquer ce qui m'a motivé. C'est vraiment, bon là je me dis, il y a quand même 3 mecs, c'est pas des charlots qui te racontent tous la même chose. Et pourquoi on n'en parle pas tant, quoi? Pourquoi on considère quand même, malgré tout, que c'est pas un sujet à discussion? Et quand j'ai vu que personne ne s'occupait de ça, j'ai réalisé que j'étais moi-même réal, que j'avais une boîte de prod, que j'avais du matériel. Et je me suis dit, si tu le fais pas, personne va le faire. Et si tu le fais pas, tu fais partie du problème en fait. Donc je l'ai fait. Et visiblement, si on se parle, c'est que je l'ai pas trop mal fait. Donc merci à toi déjà de me donner une voix et l'occasion d'en parler. Ce qui me frappe avec ta chaîne YouTube, c'est que c'est très sérieux. Il y a vraiment ce côté des invités assez notables. Tu fais un travail de fact-checking, tu sources tout. Et pourtant, quand on parle d'OVNI, on a envie d'en rire. C'est tout de suite une thématique qui est un peu farfelue, tu vois. Quand on parle d'OVNI, si tu t'intéresses à ça, c'est très connoté fantaisiste, tu vois. Je sais pas comment, tu vois, si tu peux me parler de tout ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, hein. Tu vois où je veux t'emmener, en fait. Je vois très bien où tu veux m'emmener. Moi, c'est d'ailleurs ce constat-là qui m'a fait me dire qu'il fallait quelque chose, justement, comme tu dis, de sérieux et de factuel. C'était pour essayer de faire comprendre à qui voudra bien que ce sujet-là était un sujet qui pouvait être discuté extrêmement sérieusement et qu'il y avait énormément d'éléments, mais vraiment, c'est colossal quand on s'intéresse au sujet, c'est abyssal le nombre de choses qu'on peut apprendre sur ce phénomène, et tout en restant vraiment dans le factuel, ok? Et qu'en fait, qu'il y avait un décalage énorme avec la perception que les gens avaient du phénomène. Et c'est ça. Pourquoi? Alors, c'est ça qu'il faut que tu nous expliques. Vaste question. Mais non, mais en résumé, je pense que tu l'as déjà dit dans tes épisodes, mais il y a vraiment il y a plusieurs axes. Il y a plusieurs axes. Ouais. Mais le principal, et ça aussi c'est quelque chose qui est documenté, donc ça sonne complotiste, ça l'est pas du tout. Et j'invite les gens à notamment aller regarder le 4e épisode, on en parle. Dans les années 50, aux États-Unis, il y a eu un certain nombre de vagues et d'observations complètement incroyables. Et il y a donc en 53 un effort officiel, documenté aujourd'hui, on a les archives, c'est écrit noir sur blanc, une commande de la CIA qui demande à ce qu'on décrédibilise le phénomène. Voilà, à travers
du langage populaire, à travers de l'apparition dans des tabloïds, à travers le cinéma, les séries, etc. Pour vraiment ranger le phénomène OVNI dans le domaine de la fiction. Et à partir du moment où on dit aux gens, bah ça c'est une fiction, si un jour vous arrivez et que vous leur dites, bah non en fait c'est vrai, et ben là vous provoquez quelque chose, vous provoquez un choc cognitif, ce qu'on appelle finalement une dissonance cognitive, c'est-à-dire que on envoie un message contraire au cerveau par rapport à ce qu'il pense connaître de la nature des choses. Et donc en fait le cerveau il va rejeter automatiquement ce truc-là pour rester dans un confort intellectuel dans lequel il est. Beaucoup de gens vont avoir beaucoup de mal à justement être dans cet inconfort. Et plutôt que d'essayer d'évaluer vraiment la situation, ils vont essayer de continuer à avancer dans ce qu'ils connaissent très bien, parce que c'est rassurant, parce que ça fait du bien, parce qu'on a d'autres choses à faire aussi que de s'inquiéter sur ces questions-là. Et je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui, bah, c'est très compliqué de faire comprendre aux gens, bah, en fait non, il y a un phénomène qui est tangible, qui est réel, qui est largement documenté. Et il faut en parler, au moins en discuter, quoi, sans avoir un sourire aux lèvres, sans lever les yeux ou sans être poli, parce que bon, moi j'ai plein de gens autour de moi qui sont juste polis avec moi, genre ah oui oui c'est super, mais qui derrière me prennent sans doute pour un fou. Mais non, on est vraiment très très loin d'un sujet qui est uniquement destiné aux gens farfelus. Mais c'est pour ça que je t'ai choisi toi, c'est que t'es t'es pas du tout fou, t'es très posé et tout, etc. Et il y a énormément de gens sérieux Je sais, mais j'ai beaucoup aimé la forme que tu proposes. Se dire justement, les gars, je suis comme vous, mais je vais m'intéresser sérieusement. C'est pour ça que j'étais là avec nous aujourd'hui. Donc en fait, le programme de la CIA a plutôt fonctionné parce que, comme tu le disais, quand on parle de soucoupe volante, etc., c'est tout de suite connoté folie, tu vois, ou drôle, ou marrant, tu vois. Ça a très bien marché, c'est une opération qui s'est faite sur le long cours. Et une fois que ça a été lancé, ensuite, en fait, ça s'est fait tout seul. Il y a eu un effet de boule de neige. Il suffisait juste d'une impulsion pour que ensuite le ridicule créé autour du phénomène entretienne le secret. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que il y a une forme de cercle vicieux. C'est vraiment ça qui permet d'entretenir ce secret parce que personne ne veut y toucher. Le sujet est radioactif et les gens qu'on aimerait voir s'intéresser à ce sujet-là ne peuvent pas le faire de peur que ça les éclabousse, que ça éclabousse leur carrière, etc. Il y a énormément de scientifiques qui pourraient, qui devraient, qui voudraient sans doute s'y intéresser parce que ça attire forcément la curiosité de ces gens-là qui sont par nature curieux, c'est des scientifiques. Mais ils vont pas le faire parce que finalement, je pense qu'on préfère avoir tort à plusieurs que raison tout seul, quoi. Mais je trouve ça fou justement, après 40 ans, plus de 40 ans, qu'il n'y ait pas un scientifique qui se dise « Ok, il y en a en fait. » Il y en a en fait, mais il faut s'intéresser au sujet pour les découvrir. Mais il y a des études, il y a des tas d'études qui sont faites, même sur des événements récents, tu as des études qui sont faites sur le cas du Nimitz, peut-être qu'on en parlera, mais c'est un cas qu'il y a eu en 2004 et c'est seulement vraiment en 2023 qu'il y a eu les audiences et dont on a parlé. Bon, il y a des gars qui se sont basés sur les descriptions des objets par les pilotes de chasse et les opérateurs radars, toutes les données, ils ont réussi à établir un certain nombre de choses, donc ça dépasse largement mon champ d'études, c'est vraiment on est vraiment dans la science, dans la technique aéronavale, quoi. Mais ces gars-là ont réussi à établir un genre de portrait robot de cet objet qui évoluait devant les pilotes de chasse et qui se comportait de façon complètement extraordinaire. Mais c'est vraiment fou quand on connaît cette histoire, quoi. Qui est vu dans le monde entier aussi. Ça aussi, on va essayer d'en parler un peu plus tard. Je sais pas si on aura le temps. C'est pas uniquement un phénomène américain du tout. Mais restons un peu aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des grandes affaires qui sont connues. Bon, il y a les classiques, mais c'est vrai que c'est un pays compliqué avec cette thématique. Ils ont beaucoup gardé secret tout ce qui se passait avec ce qui se passait dans le ciel. Alors après, aux États-Unis, il y a eu des centaines d'observations documentées. Il y a plein de journaux qui en parlent, à l'époque plein de témoignages, etc. Mais on peut en parler, il y a plein d'articles que je vous fais diffuser là au montage, on voit un peu de quoi je parle, même des affaires connues genre Roswell, etc. Enfin des choses un peu, on sait pas trop et tout. Encore aujourd'hui, en fait, il y a des affaires assez folles qui se déroulent dans ce pays, notamment ce qui s'est passé vers New York, dans le New Jersey là, ces appareils qui ont été filmés. Appareil où je sais pas ce que c'était. Toi, est-ce que tu as un avis là-dessus? La vague des drones dans le New Jersey récemment, c'est un des grands pics, une des grandes vagues d'observation. En fait, on appelle souvent ces moments-là des vagues. Et des vagues d'observation, il y en a plein dans l'histoire de l'ufologie, mais vraiment plein. Et partout dans le monde, encore une fois. Là, c'est dans le New Jersey et ils observent des dits drones, parce que évidemment, c'est plus simple d'appeler ça drone. En réalité, techniquement, ce sont des ovnis.
OVNI n'est pas égal à extraterrestre. Ça, faut vraiment réussir à dissocier les deux. Un OVNI, c'est un objet volant non identifié. Bon, ces appareils étaient pas identifiés. Pourtant, on voyait bien que c'était des engins qui faisaient parfois la taille d'une voiture, qui restaient beaucoup trop longtemps dans le ciel par rapport à ce qu'on connaît des autonomies des drones, même des drones militaires, qui n'étaient absolument pas revendiqués, en tout cas par les États-Unis. Pourquoi ils iraient affoler des populations en volant au-dessus des gens, etc. Qui semblaient arriver par dizaines depuis l'océan, qui ont même poursuivi des navires des gardes-côtes. Ok, ça c'est vraiment des témoignages des mecs qui disent on était allé vers le truc et puis en fait il a commencé à nous prendre en chasse et on s'est barré quoi. Ah ouais. Et genre t'as 20 drones, c'est des drones, 20 ovnis qui suivent ces gardes-côtes par exemple. Bon, on a du mal à comprendre ce que c'est. Trump avait dit qu'il ferait la lumière sur le sujet. Peu après son investiture, il y a quelqu'un qui s'est ramené et puis qui a dit en fait c'était des drones qui avaient été approuvés par la FAA, parce que la FAA n'avait jamais approuvé quoi que ce soit, ça n'a pas de sens. Donc ils ont essayé un petit peu d'enfumer le truc. Il y a le 60 Minutes aux États-Unis, qui est un programme très sérieux d'investigation journalistique, qui a fait un sujet dessus. Et il montre que c'est loin d'être un cas qui est élucidé. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est une vague d'OVNI au sens strict au sens du terme, objet volant non identifié. On ne sait pas ce que c'est, ça s'est comporté de façon très bizarre, ça a affolé les populations, et du coup très certainement, parce que tout le monde en parle, il y a plein de gens qui commencent à avoir des trucs dans le ciel alors qu'en fait c'est des avions, et on a beaucoup tapé sur ces gens-là pour décrédibiliser le reste des observations. Il faut faire très attention avec ça, parce que justement en matière d'ufologie, appelons ça comme ça, chaque cas est à prendre individuellement. On ne peut pas juger un cas en se référant à un autre. Il faut vraiment normalement enquêter sur chacun des cas pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Il y a une méthodologie d'enquête qui est très importante. Et d'ailleurs, en France, on est plutôt pionnier dans le sujet là-dessus. T'inquiète, je vais revenir sur la France, bien sûr. Mais si je te parle de ça, c'est vraiment parce que c'est récent. Ouais. Ça sert à rien que je parle d'un truc qui a 40 ans, tu vois, ou 30 ans avec des photos de l'époque. Là, j'aime bien ce cas-là parce qu'il est récent. Ouais. Vraiment vécu dans notre monde moderne d'aujourd'hui en 2025. Et par rapport à cette vague-là, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que on en a beaucoup parlé parce que les civils se sont mis à en parler parce que c'était vraiment au-dessus d'une zone, New Jersey, où il y a beaucoup d'habitations, etc. Mais en fait, il est antérieur à ça aux États-Unis. C'est cette vague d'observation de drones. Et en fait, il y a eu des survols de bases militaires américaine qui remonte à l'année avant les observations du New Jersey, notamment beaucoup d'observations au-dessus de la base de Langley, qui est une grosse base militaire aux États-Unis. Et donc là, on a des appareils pareils, qu'on qualifie de drones, qui impunément se déplacent au-dessus de bases militaires. Et aux États-Unis, c'est absolument interdit de faire ça, évidemment, si on n'a pas l'autorisation de le faire. Les militaires, eux, n'arrivent pas à arrêter ces drones, n'arrivent pas à les identifier. Et les machines, les engins qui sont au-dessus de cette base semblent rendre inopérables les avions qui sont présents sur la base au sol. Il a fallu les déplacer de la base pour qu'ils puissent redécoller. Qui sait faire ça? Je ne sais pas. Si c'est une plateforme étrangère, pourquoi pas? Si c'est les Chinois, les Russes, alors franchement, il y a un très 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 gros problème de sécurité aérienne au-dessus des bases aux États-Unis, quoi. Mais ça, là, tu fais antérieur, c'est pas lié. C'est pas ce qu'ils avaient vu au New Jersey, c'est encore antérieur. C'est antérieur, okay, mais ça ressemble à Ça ressemble, dans les descriptions, c'est à peu près la même chose. Et on appelait ça des drones au-dessus de l'Anglais et au-dessus d'autres bases aux États-Unis. On a appelé ça des drones dans le New Jersey. Et au même moment, pendant la vague du New Jersey, on a observé aussi des survols de bases en Allemagne et en Angleterre au moins. Peut-être d'autres pays, mais je me souviens très bien de l'Allemagne et de l'Angleterre. Et tout ça au même moment. Il s'est passé quelque chose. Clairement, je crois que c'était novembre, je ne sais plus exactement, ou décembre 2024. Est-ce que toi, tu as déjà été témoin d'un pan? Non. D'accord. Non, on me demande toujours, mais du coup, la discussion s'arrête là. J'ai jamais été témoin d'un pan. Et de toute façon, maintenant, si je l'étais, personne ne me croirait parce que j'ai une chaîne sur le sujet, donc dommage, je le garderai pour moi. Mais non, et quelque part, je trouve que ça me permet d'aborder le sujet avec peut-être plus de froideur, moins d'attachement, moins de passion ou d'émotion que ça peut procurer, parce que ça c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment chez les gens qui ont observé ce phénomène. Et pour moi, c'est aussi un des arguments en faveur de l'existence, c'est de voir à quel point ces gens-là ont été marqués à vie. Il y a des gens qui changent intégralement leur vie après une observation.
Tu fais pas ça si tu n'as rien vu. Il y a des gens qui sont profondément traumatisés et pour qui c'est vraiment comment dire, diagnostiqué chez les psychiatres, etc. Après avoir vu quelque chose. Donc ça fait partie aussi, en plus des preuves matérielles, militaires, l'implication des politiques, hein, on parlait du Congrès, etc. Tout ça, c'est un petit peu de fumée partout, pour ajouter un petit peu de fumée encore. Il y a l'aspect médical qui n'est pas du tout à négliger. Non, mais je te pose cette question parce qu'on pourrait croire que tu as été témoin de quelque chose et que du coup tu t'acharnes, mais pas du tout. Et du coup, c'est intéressant de le savoir, tu vois. Non, je n'ai rien vu et j'aimerais bien. Il me reste, j'espère, encore un petit peu de temps, donc peut-être que je verrai quelque chose. Aux États-Unis, on le connaît, il y a tellement d'affaires connues, Zone 51, Roswell, mais ça, c'est des trucs très mainstream, un peu connus, un peu dans tous les sens. Moi, j'ai envie plutôt de te parler enfin, que tu nous expliques cette histoire, une des histoires les plus documentées. Ah, celle du tic-tac. Voilà. Ok. Tout à l'heure, on parlait des audiences au Congrès américain en juillet 2023. Parmi les personnes qui étaient entendues ce jour-là, il y a un commandant de l'US Navy qui s'appelle David Fravor, le commandant David Fravor, qui à ce moment-là est vraiment une légende de l'US Navy. Il était leader des Black Aces, donc là-bas c'est un big deal. C'est un instructeur sur Top Gun et tout, donc bref, c'est vraiment le Maverick en vrai, quoi. Ce gars-là, il est élu parce que en 2004, il était en exercice aux États-Unis. Voilà, c'était, je crois, au large de San Diego. Et il part en exercice. Et là, on lui signale que des objets sont observés. Donc lui, il est avec son copilote et avec un autre avion, donc 2 autres personnes aussi dedans. Et qu'il faut aller voir qu'est-ce que c'est que ce machin qu'ils observent au radar et qui se comporte de façon très bizarre. Et on a aussi les témoignages des opérateurs radar qui étaient présents dans les navires à ce moment-là et qui nous racontent ce qu'eux ont vu. Et donc, ce que les opérateurs voient, c'est plusieurs objets qui arrivent depuis, alors pas l'espace, mais en tout cas la limite de leur portée de radar. Bon, l'espace c'est 100 km, mais la limite de leur portée de radar c'est environ 25 km. Okay, et eux, ils voient les objets rentrer à partir de là, parce que c'est la limite en fait. Mais ils arrivent d'au-dessus. Okay, plusieurs objets, hein, un essaim d'objets quelque part, et qui arrivent à une vitesse fulgurante, quasiment au niveau de la mer. Okay, donc déjà très bizarre. Est-ce que c'est un glitch au radar? Est-ce que voilà, bon, eh ben, on va demander à David Fravor et ses copains d'aller voir. Ils vont voir. Donc il décolle, il prend son avion, il décolle et puis ils y vont. Exactement. Et puis les objets étaient toujours là. Eh ben, ils vont en tout cas aux coordonnées qui ont été envoyées par le navire. Et là, ils découvrent un objet au-dessus de la mer. Ils décrivent un remous qui est en dessous de l'objet, dans l'eau, comme s'il y avait peut-être un autre objet sous l'eau. Okay. Ils décrivent un objet qui fait à peu près la taille de leur jet à eux. Donc je ne sais pas exactement combien fait un jet, mais c'est peut-être une dizaine de mètres, un truc comme ça. Et qui a la forme d'un tic-tac. Ils le décrivent comme ça, un tic-tac. Donc vraiment un truc tout blanc, tout lisse. Ça paraît très bizarre, mais c'est ce qu'ils voient. Et donc ce truc-là, à un moment, repère leur présence et commence à se diriger de façon complètement erratique, en ayant des mouvements qu'un appareil ne peut pas du tout avoir. Hein. Nous, en aviation, on est obligé de prendre notre temps pour faire un virage, etc. En voiture, en vélo, etc. Bah là, ce truc, il fait des trucs à angle droit et à des vitesses complètement fulgurantes. Et à un moment, il engage carrément le pilote, l'avion de David Fravor. Il se fonce un petit peu dessus et au dernier moment, le truc se barre à une vitesse pas possible. Et je crois qu'il calcule justement, je parlais de l'étude scientifique, à plus de 100 000 km/h. Okay. On n'a rien qui va à 100 000 km/h. Encore moins après s'être arrêté puis redémarrer à angle droit et tout. Ça ne correspond à rien de ce qu'on est a priori capable de fabriquer. Can you describe how the aircraft maneuvered? Abruptly, very determinate. It knew exactly what it was doing. It was aware of our presence, and it had acceleration rates. I mean, it went from 0 to matching our speed in no time at all. Now, if the fastest plane on Earth was trying to do these maneuvers that you saw, would it be capable of doing that? No, not even close. Bon, c'est ce qu'il voit. Et en plus, ce machin va au point de rendez-vous auquel étaient censés aller après, à la fin de leur mission, les appareils. Donc des coordonnées dans l'espace qui sont connues que du navire et que des pilotes en vol. Et ce machin, il va là-bas, comme s'il savait, il connaissait déjà ça. Il y a comme un message un petit peu qu'à envoyer, genre, bon, enfin, vous êtes là, on est là, quoi. Ça,
C'est raconté par David Fravor, sa copilote, les autres pilotes qui étaient dans l'avion à côté, et un autre avion qui a été envoyé après pour essayer d'obtenir une image de l'objet. Et c'est la fameuse vidéo FLIR qui a fait le tour du monde, qui est une petite tache noire comme ça qu'on voit, et qui à un moment part sur la gauche comme ça en dépassant la vitesse de rotation de la caméra, qui est censée quand même être capable de suivre des trucs hyper rapides. Et en fait, elle n'arrive même pas à suivre le truc tellement ça dégage vite. Et voilà, et donc ça, c'est prétendument le tic-tac filmé par donc une cinquième personne dans un avion. Ça commence à faire pas mal de gens qui ont observé le truc en vol. Ça, c'est bien ce qui a été dans l'article du New York Times. C'est l'accroche du New York Times. Ça fait partie des cette vidéo. Ça fait partie des cas. Il y a deux autres vidéos qu'on appelle le gimbal et le go fast. Et là, c'est vraiment le cas du tic-tac qui est, à mon sens, le mieux documenté, où on a le plus de témoins qui sont venus parler, où on a les opérateurs radars à bord des navires qui en parlent, et aussi les opérateurs radars qui étaient au moment de l'exercice dans un avion. Vous voyez les avions Hawkeye là, avec la grosse galette au-dessus, là, qui est en fait un radar, comme ça, en douche sur l'ensemble d'une zone. Lui aussi observe ça. Donc là, c'est vraiment le Graal en matière d'observation en ufologie. C'est être capable de recouper plusieurs capteurs, moyens d'observation différents. Et donc là, on a des pilotes de chasse, plusieurs qui sont parmi les meilleurs observateurs. Leur vie dépend d'être capable de bien observer, bien identifier un objet en plein vol. On a ces gars-là, on a les opérateurs radars, deuxième source, et on a encore un autre, l'avion, troisième. On commence à être vraiment sur un cas qui est absolument indiscutable. Ouais, mais après, de toute façon, dès qu'on est dans le cadre militaire, on est quand même sur des compétences assez balèzes en termes de matériel et de personnel, ça c'est sûr, tu le dis. Mais qu'est-ce que disent ces gens quand ils vivent ça? Qu'est-ce qu'ils se disent? Ok, il y a des ovnis sur Terre, c'est indéniable. Comment ils réagissent en fait? C'est ça ma question. Ils ont réagi comme ils devaient réagir en bon pilote de chasse. Ils sont rentrés sur leur porte-avions. Ils sont allés signaler l'incident à la hiérarchie. Et derrière, ils s'attendaient à être briefés sur quelque chose, à ce qu'on leur donne des explications, etc. Mais rien. Et donc ça, c'est quelque chose dont ils parlent ouvertement, de la déception finalement qu'ils ont sur le fait de pas du tout avoir été encadrés, presque avoir la sensation de ne pas avoir été écoutés, laissés dans l'inconnu, alors que finalement, ce type d'observation représente une forme de danger aussi pour eux, etc. Enfin, il n'y a eu vraiment aucune prise en charge apparente autour de cette observation. Ils en parlent. Un autre pilote qui témoigne au Congrès, Ryan Graves, en parle aussi. Lui, il a d'ailleurs monté une association qui permet justement de recueillir tous ces témoignages et tout. Et lorsqu'il vient au Congrès, il parle en son nom, mais aussi en le nom d'une trentaine de personnes qui à l'époque étaient déjà venues le voir, avant même qu'il soit autant médiatisé, ce gars-là. Donc maintenant, aujourd'hui, on parle de centaines de pilotes qui sont venus le voir. Mais déjà, au Congrès, il y a 30 pilotes qui lui ont raconté ces observations. Et ce gars-là, c'était un gars qui avait pour mission aussi et la responsabilité de la sécurité des vols de son entourage, des autres pilotes de chasse de son escadron, quoi, qui voyaient des choses quasi quotidiennement entre 2014 et 2015, quand il était en mission, je sais plus où, quasi quotidiennement. J'ai de la peine à comprendre où on se situe aux États-Unis parce que tu as à la fois tous ces gens qui témoignent, des professionnels, des militaires, des gens des gouvernements qui disent « Ok, il y a quelque chose, on a observé des choses de façon très sérieuse », mais tu as aussi d'un côté c'est fermé. Tu vois, les programmes sont pas, il y en a certains qui sont déclassifiés, mais tu as aussi beaucoup de secrets sur l'étude. Est-ce qu'on va rentrer là-dedans? Il y a eu des pièces qui ont été. Non, mais tu vois, il y a aussi des pièces le sujet avance, donc effectivement, on peut en parler. Il y a évidemment un énorme secret qui entoure encore aujourd'hui le phénomène. On sait par des documents qui sont déclassifiés aujourd'hui que le sujet était considéré à l'époque, mais je parle il y a ça 50, 60 ans, était considéré comme un sujet encore plus secret que ne l'était la bombe atomique à l'époque, alors que la bombe atomique c'était vraiment le programme le plus secret de l'histoire aux États-Unis. On a des documents qui disent noir sur blanc que le sujet OVNI est encore plus classifié que ça. Bon. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on sait en 2017 qu'il y a ce programme qui existait au sein du Pentagone et que ce programme n'était pas censé sortir. Hein. C'est un programme qui était censé rester secret. Bon, il sort. Derrière, le Pentagone est obligé d'authentifier les vidéos, ce qu'il fait. Il authentifie. Ce sont bien des vidéos qui sont prises par des pilotes de chasse de l'US Navy. Non, on ne sait pas ce que c'est. Et derrière, ils sont obligés de monter une plateforme, un groupe d'études et d'enquête de ce phénomène-là. Officiel cette fois. Et donc on a d'abord la UAP Task Force qui est montée, et ensuite ça deviendra l'ARO.
Et l'ARO, ça existe encore aujourd'hui, c'est l'équivalent un petit peu du GEPAN, si on veut, français, mais le GEPAN, c'est rattaché au CNES, et l'ARO, c'est vraiment rattaché au département de la Défense. Donc pour l'instant, on a l'ARO qui parle ouvertement et qui sort des rapports, qui reconnaît que ces objets-là sont réels et que certains de ces objets se comportent de façon inexplicable. Donc ce qui en soi est un énorme aveu et un énorme progrès. Pour autant, elle fait un travail qui n'est pas du tout suffisant aux yeux de ceux qui connaissent vraiment le sujet, qui est voir un petit peu encore dans une optique de quasi-désinformation ou de... Ils filtrent vraiment, ils parlent de ce qu'ils veulent, ils omettent énormément de choses. Bon, il n'est pas encore à la hauteur de sa mission, mais il y a du progrès. On en parle, on reconnaît officiellement que le phénomène est réel et c'est quand même pas rien. Ouais, aujourd'hui, en 2025, il n'y a pas à discuter. Il y a quelque chose qui se passe dans notre ciel. Ça, c'est sûr, tu l'as dit au début, mais c'est sûr. Il n'y a aucun débat, normalement, si on connaît le sujet, il n'y a aucun débat sur le fait que le phénomène est réel. Il y a un débat sur l'explication de ce phénomène. Ça, évidemment. OVNI, je l'ai dit tout à l'heure, mais OVNI, c'est pas égal à extraterrestre. Mais là où ils ont été forts dans le travail de désinformation qui a été fait, et là où nous-mêmes, société, pop culture, on s'est un petit peu mélangé, c'est qu'on a directement associé OVNI à extraterrestre. C'est pas nécessairement le cas. On sait aujourd'hui que les OVNI ou les PAN sont une réalité. On n'a pas encore expliqué, on n'a pas encore les preuves qu'il s'agit d'une intelligence non humaine. Alors, il y a plein d'éléments qui vont dans ce sens-là, mais pour l'instant, ce ne sont pas des preuves. C'est là où les gens ont du mal à capter et on ne peut pas leur en vouloir. Bah non, on n'a pas. Ils vont nous dire, bah non, c'est pas prouvé que les ovnis existent, parce que dans leur tête, c'est pas prouvé qu'on a prouvé que c'était des extraterrestres. Il y a ce mélange et ce raccourci qui est fait. Il faut vraiment séparer les deux. On revient chez nous, ici en Europe et surtout chez toi en France. Ici, c'est totalement différent comment est traité le sujet. Ouais, c'est différent. C'est différent parce que y a quelque chose qui est un petit peu méconnu, mais en France, on a un rapport assez unique avec le phénomène. On s'y intéresse au niveau institutionnel depuis les années 50. L'armée avait d'abord créé, suite à une vague d'observation en 54 en France, une grosse vague d'observation au sud du territoire français, ils ont créé ce qu'on a appelé la CEMOC, S-E-M-O-C, section d'études des mystérieux objets célestes. On appelait ça comme ça avant, des MOC, pas des ovnis. C'est assez joli. Ouais, c'est joli, moi j'aime bien. Ouais. On a un intérêt déjà sur le sujet à ce moment-là. Et en 1977, on créera le GEPAN, auquel on rajoutera d'ailleurs un I, G-E-I-P-A-N, pour groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Okay. Et le GEPAN, c'est rattaché au CNES, le Centre national d'études spatiales. Voilà. Donc c'est un organe très officiel, institutionnel, rattaché à une agence prestigieuse. C'est une exception française, hein. En tout cas vraiment à l'époque ça l'était. Derrière, il y a vraiment eu une volonté de transparence par rapport aux enquêtes qui étaient faites au sein du GEPAN. C'est-à-dire que on a un site internet qui est sorti en 2007 qui regroupait l'intégralité des observations qui avaient été faites. Chacune des observations est classée selon son niveau d'étrangeté ou d'explication. Est-ce qu'on a réussi à bien identifier ou pas? Donc ça va de A à D. A, c'est très bien expliqué, très bien identifié, on sait ce que c'est. D, même après enquête et avec beaucoup d'éléments qui ont permis de faire une enquête poussée, on n'arrive pas à expliquer le phénomène. Les cas D, évidemment, sont ceux qui nous intéressent, c'est les plus étranges. Et ça représente à peu près 3% des observations. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument dire. Les ovnis, les observations d'ovnis, dans 97% des cas, c'est pas étrange, c'est des choses qui sont identifiables, qui sont explicables, ou alors des phénomènes des phénomènes atmosphériques qui sont pas très connus, ce genre de choses-là. Mais il y a vraiment un substrat de 3% qui représente quand même énormément d'observations parmi la masse qu'il y a dans le monde. Ce substrat-là, d'au moins 3%, est vraiment très étrange. Et donc je disais qu'en 2007, il y a ce site internet qui sort, c'est une première mondiale. Et là, il y a une petite anecdote, mais qui est rigolote, c'est que le monde entier se rue sur le site. Parce que il n'y a pas qu'en France qu'on savait que ce truc allait sortir. Dans le monde entier, les gens se disent « Waouh, les archives déclassifiées françaises, les observations, les procès-verbaux de gendarmerie, tout ça, je veux voir, quoi. » Et donc, le site du GEPAN crache, mais juste après sa mise en ligne. Et les gens, après, qui voient que dans l'adresse, il y avait marqué CNES et tout machin, vont sur le site du CNES. Et le site du CNES crache dans les minutes qui suivent le truc. Et bon, ça c'est un petit peu rigolo parce que
ça témoigne quand même dans les backstage quand même, parce que personne ne s'en parle, etc. Ouais. Mais tu te rends compte qu'en fait, il y a énormément de gens qui s'y intéressent. Mais par contre, aussi en France, personne n'a la réponse personne n'a trouvé un semblant de réponse de ça. Non. On est tous un peu au même niveau, même après plus de 50 ans. C'est ça aussi qui est intéressant. On a plein d'explications. Ce qu'on cherche, c'est la bonne. Comment ça, on a plein d'explications? On a plein d'explications possibles, on a plein de théories possibles sur la nature du phénomène OVNI. Ah oui, mais on n'a pas l'explication. Une des théories, c'est que c'est extraterrestre, c'est celle que tout le monde connaît. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Étudions. Qu'est-ce qu'on a comme éléments, etc. Bon, on en a plein. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Mais on en a plein. Bon, première théorie. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être des plateformes étrangères, des programmes secrets développés par les États-Unis, la Chine, etc. Pourquoi pas? Ça, c'est souvent mis en avant. Hein. Il faut absolument. Parce que deux choses. D'une part, s'ils sont capables de faire ça, je ne sais pas qui, mais s'il y en a sur Terre qui sont capables de faire ça, ça peut potentiellement être très dangereux comme appareil. Mais ça témoignerait d'une percée technologique qui implique d'être capable de déployer une énergie, mais qu'on a sur aucune de nos technologies actuelles, mais qui ferait énormément de bien à la société dans laquelle on est, qui a de gros problèmes d'énergie et qui sont liés au réchauffement climatique, etc. Enfin, vraiment, il y a un problème écologique qui pourrait être réglé si on pouvait bénéficier d'une telle trouvaille technologique. Parce que quand on observe la façon dont se déplacent ces objets, on ne voit pas d'échappement, par exemple. Ils semblent pouvoir déployer énormément d'énergie d'un coup. Ça, on en aurait besoin pour régler tous nos soucis. On en aurait besoin pour alimenter nos voitures et pas créer de gaz à effet de serre, etc. Enfin, on aimerait avoir tout ça. Bon, si c'est une puissance étrangère qui a ça, il faut absolument le découvrir. Ces deux théories-là, je les connaissais. Ok. Il y en a une troisième, une quatrième. À partir de là, après ça, je connais plus. Il y a un chercheur qui s'appelle Jacques Vallée notamment, il n'est pas le seul à avoir travaillé sur cette théorie, mais qui lui envisage quelque chose de plus psychique au phénomène. Comme si c'était peut-être même quelque chose produit par la conscience collective. Okay, quelque chose qui permettrait de... quelque chose qui permettrait de faire, si tu veux, progresser l'humanité comme un genre de carotte vers lequel on irait toujours. Et en fait, quand tu te bases sur les observations qui sont faites, par exemple, il y a un siècle, les descriptions sont des descriptions qui sont faites d'une technologie qui n'est pas si éloignée de celle de l'époque. Il y a toujours une technologie qui est légèrement plus avancée que celle dans laquelle on est. Aujourd'hui, on observe des tic-tac tout lisses, tout beau, etc. Avant, à la fin du 19e siècle, il y avait des vagues d'observation de dirigeables très bizarres. C'était l'apparition de ces dirigeables-là. Et eux, ils commençaient à avoir des trucs un petit peu comme ça dans le ciel. Donc ce serait une projection du futur? Ou une distorsion du temps? Pour le coup, je suis pas hyper renseigné sur les travaux poussés de Jacques Vallée. Sur cette question-là, il n'a pas que travaillé là-dessus. Mais en gros, ce serait quelque chose qui serait capable de jouer avec notre perception de la réalité pour nous faire progresser en tant qu'espèce. Mais qui ferait ça? Alors, soit c'est une intelligence qui n'est pas humaine qui ferait ça, soit c'est quelque chose qui pourrait être généré même par notre conscience à nous. D'accord. Voilà. Bon, est-ce que quelque chose qui est généré par notre conscience, on peut le capter sur des radars, etc. C'est un autre débat, mais c'est une des explications. Mais tu as l'explication mais que tu dois connaître aussi, c'est des humains du futur. Alors ça, non. C'est vrai? Bon, non, ça très précisément, non, comme ça, non. Tu peux l'envisager aussi, pourquoi pas? Des humains qui, je sais pas, dans 1000 ans ont développé des appareils... Oui, j'avais entendu. Qu'on observe aujourd'hui et qui ont débloqué le voyage dans le temps à travers des trous de verre ou que sais-je, tu vois, qui ont. Voilà, ça j'avais entendu, un peu de distorsion du temps où c'est des voyageurs qui arrivent à changer effectivement d'année, quoi. Effectivement. De revenir dans le temps pour faire du tourisme sur Terre. Mais ça n'a pas de sens. Moi, il y a plein de questionnements, comme beaucoup de gens. C'est pour ça que j'aime bien cette vidéo et tout ce que tu nous as parlé, c'est incroyable. Mais tu vois, la question on l'a dit, on l'a répété, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est indéniable. Même moi, je l'ai expérimenté. J'ai été il n'y a pas longtemps en Norvège, dans un endroit à Esdalen, où des centaines de personnes voient des trucs étranges qui peuvent être rattachés à ça, à cette thématique, à ce phénomène. Mais ce qui me dérange, c'est que si c'était des êtres humains du futur, pourquoi ils ne se montrent pas?
pourquoi on n'a pas, entre guillemets, des contacts plus faciles visuels. C'est ça qui me perturbe en fait dans ces théories. Ouais. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais moi, je veux justement, et tu le disais au début, la démarche de ma chaîne, elle est vraiment ultra factuelle. Donc, je peux absolument pas donner mon avis là-dessus parce que ce serait vraiment juste supposer des trucs. Ouais, tout à fait. Et moi, je préfère vraiment rester dans. Il y a suffisamment à faire avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qui est établi pour faire un sujet. En off, on peut s'en parler ensemble de ce que ça voudrait signifier pour l'humanité que des gens reviennent dans le passé pour essayer de, je sais pas, de corriger les choses, de faire des trucs et tout, mais on est vraiment dans le scénar de SF là. Tout à fait, mais pour moi ça tient pas debout parce qu'on les a pas vus ces gens. Enfin, peut-être qu'on se rend pas compte. Il y a des gens qui disent qu'ils les ont vus. Oui, alors après c'est une autre vidéo, c'est rencontre c'est quatrième ou troisième type? Troisième type. Bon, moi c'est la vidéo Parlons des ovnis. Ouais, mais effectivement, ça en découle. Exactement, c'est ce qu'il faut faire, c'est restons sur ce qu'on sait, le phénomène ovni existe. Derrière, les abductions, les rencontres du troisième type, etc. Je vais pas être la meilleure personne pour parler de ça parce que pour moi c'est pas. Mais c'est une des théories et c'est rattaché à ça. Bah oui, bien sûr. Ah non, mais c'est directement lié au phénomène. Il y a des choses extrêmement troublantes qui se passent à ce niveau-là aussi. Il y a des chercheurs qui sont bardés de diplômes, qui ont travaillé là-dessus. Je pense à John Mack, qui est quelqu'un qui avait sa chaire à Harvard, qui a travaillé, qui a dédié la moitié de sa vie à ça, quoi, vraiment à étudier l'aspect psychologique chez les patients qui disaient avoir été enlevés par des extraterrestres dans une soucoupe, etc. On est vraiment dans le truc classique. Et bon, ce gars-là, au début, il s'est dit qu'est-ce qu'il me raconte? Et à la fin, il s'est rendu compte que ces gens-là étaient absolument convaincus que ça s'était passé. Que ce soit vrai ou pas, c'est autre chose, mais qu'en tout cas, au niveau médical, il était clair. Et ce mec-là, vraiment, c'était pas n'importe qui. Ouais. C'était clair que ces gens-là avaient un vrai traumatisme de vraiment quelque chose qui s'était passé et que ce qu'ils racontaient était leur perception de ce qui leur était arrivé. Bon, après, est-ce que ça leur est arrivé ou pas, c'est autre chose, mais ils ne mentaient pas. Ça, c'est très très bizarre quand même. Oui, puis il y en a énormément des cas comme ça. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. J'en parlerai peut-être en vidéo, mais même enfin bref, c'est une autre vidéo pour moi, mais c'est très très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres théories qu'on peut énumérer comme ça? Farfelues ou pas, hein, mais tu vois, des choses qui sont pensées, réfléchies ou... Ouais, moi il y en a une que j'adore. Alors j'adore, ça veut pas dire que je pense que c'est ça. Vraiment, il faut que je le rappelle, je ne sais pas ce que c'est, d'accord? Mais c'est celle qui dit que ce serait une espèce qui est déjà présente sur Terre. Maintenant que tu le dis, j'ai vu des choses qui vont dans ce sens. Et ça, c'est pas si bête. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent des océans, parce qu'on parle souvent du ciel, mais tu le sais beaucoup mieux que moi. Et comment tu les appelles déjà, ceux qui viennent de l'eau? Ils ont un nom là. Alors, en français, on va dire OANI. Voilà. Et sinon, c'est USO en anglais. Voilà. Beaucoup d'objets qui sont vus, qui rentrent dans l'océan, qui rentrent dans les rivières, etc. Donc, il y a plein de gens qui disent « Ouais, c'est peut-être une civilisation qui n'a pas bougé. » Enfin, c'est trop intéressant. Ouais, carrément. Mais justement, ça permet de rappeler que le phénomène, même s'il est plus connu pour être aérien, voire spatial, c'est un phénomène qui est directement lié aussi aux océans et qui est observé sous l'eau. C'est pas pour ça que je préfère dire que c'est des intelligences qui vivraient déjà sur Terre, mais l'aspect marin, le lien qui est directement fait avec l'eau par rapport à toutes les observations qu'on a qui sont faites sur des navires, qui sont faites par des sous-marins, etc. Ça me paraît vraiment très important parce que vraisemblablement, c'est le même phénomène et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Et en fait, il y a une des caractéristiques des ovnis qui est bien connue, c'est l'aspect donc transmédium, être capable de passer d'un environnement à un autre, donc de l'atmosphère à l'espace, à l'atmosphère, aux océans, sans perte apparente de performance. Et ça aussi, c'est très étrange. C'est-à-dire que l'objet rentre à 100 km/h dans l'eau, il va rester à 100 km/h dans l'eau, comme si l'environnement n'avait pas d'influence sur sa performance, son habitacle. C'est très bien expliqué. Et ça, de nouveau, souvent ce sont les forces militaires qui en sont témoins, parce que soit ils sont en opération, soit ils ont les outils pour comprendre ce qu'ils voient. Il y a tellement de témoignages, en tout cas moi j'ai vu sur des bateaux, des sous-marins, avec des objets qui rentrent, comme tu expliques. Tu vois. Ouais. Donc là tu l'as très bien résumé, mais c'est incroyable. Donc ok, peut-être une civilisation qui serait sur Terre. Ouais, ça c'est une des théories, voilà. Et du coup, elle serait pas sur Terre parce que sinon on aurait peut-être trouvé le truc, mais du coup elle serait pourquoi pas cachée dans nos océans. On imagine des bases et c'est que ces objets viendraient
a priori, sortirait plutôt des océans plutôt que n'arriverait d'autres systèmes solaires, voire de galaxies, etc. C'est une théorie, je rappelle, un grand bandeau théorie, je ne valide pas. Toi, tu as lu des rapports qui parlaient de la récupération de ces objets, des bouts d'objets qui a été récupérés soit lors d'un crash, etc. Ça, il y a des choses concrètes ou pas du tout? Si, il y a des mémos qui sont déclassifiés, qui parlent de récupération de disques. Mais ils en font quoi? Notamment, comment? On ne sait pas. Ils en font quoi? L'explication qui serait donnée aujourd'hui par David Grush au Congrès, c'est que il y aurait une rétro-ingénierie qui serait faite sur ces objets. Et donc la rétro-ingénierie, ça consiste en essayer de comprendre une technologie et essayer de remonter le fil de cette technologie pour être capable de la dupliquer. Voilà. Et donc si, je mets vraiment le gros bandeau théorie, mais si on a effectivement récupéré des objets d'une technologie largement supérieure et qu'on arrive à faire de la rétro-ingénierie dessus et qu'on arrive ensuite à dupliquer ces objets-là, ça nous donne une ascendance incroyable sur nos adversaires. Donc ça, c'est une possibilité, puisque ce gars-là du renseignement, qui a fait une enquête pendant 4 ans, auprès de 40 témoins, il arrive et sous serment, il te dit que oui, il a découvert que c'était ce qui s'était passé et que le programme existait encore. Et d'ailleurs, on pourrait même imaginer que s'il y a eu rétro-ingénierie, et si on a été capable de reproduire ces véhicules, pourquoi certains de ces véhicules certains de ces objets, en tout cas, qui sont observés dans le ciel, ne seraient pas aussi fabriqués par l'homme? Donc il y aura un mélange. Il y aura un mélange. Ça a un nom, ça s'appelle les ARV. Donc je crois que c'est Alien Reproduction Vehicle. Ah ouais, là on rentre encore dans une autre thématique. Ouais, mais c'est de la théorie. Oui, bien sûr. Mais si ça se trouve, les Chinois font pareil, et les Russes font pareil, et les Américains. Tu ne dois surtout pas communiquer sur ton niveau d'avancement par rapport à ça. Et ça donne vraiment un poids stratégique sur ton adversaire que tu ne veux pas perdre. Bon, moi, dans cette vidéo, je me fais l'avocat du diable. Je te pose la question que beaucoup de sceptiques se posent. Pourquoi on n'a pas, ou plutôt pourquoi les vidéos et les photos sont toujours de mauvaise qualité, ou on n'a pas quelque chose de super bien filmé? Ouais, très bonne question. Argument sceptique complètement recevable, je me le pose moi-même. En revanche, c'est partiellement vrai, c'est-à-dire qu'on a des photos et on a des vidéos. Et on en a énormément. Par contre, comment on prouve que ces vidéos sont vraies et que ces photos sont vraies? C'est des trucs qui émergent comme ça sur Internet, etc. Même s'il y en a qui sont vraiment troublantes, qui ont l'air d'être passées, qui a priori sont passées entre les mains d'experts d'effets spéciaux, etc. Nanani, après étude, c'est sûr que c'est vrai et tout. Bon, qu'est-ce que tu veux prouver ça? Donc en fait, moi, des vidéos, j'en ai vu des centaines, des photos, etc. Tu suis les bons comptes et tout, machin, tu vois des trucs. Mais c'est pas recevable. C'est pas recevable parce que tu peux pas prouver que c'est vrai, que les gens qui ont posté ces trucs-là, souvent, c'est intraçable. Et puis si jamais tu arrives à les tracer, qui va, je sais pas, se payer un billet d'avion pour aller voir le mec qui a filmé ça à Bogota en 2002. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué. En revanche, les photos, les vidéos existent. Alors pourquoi, à l'ère du smartphone, on n'a pas un truc en bête de qualité, etc. Bon. Ton smartphone, le capteur de ton smartphone, il est fait pour capter des choses à courte distance ou moyenne distance, pour faire des photos de ton chat sur le canapé, ça marche très bien. Pour aller faire une photo d'un objet dans le ciel à quelques centaines de mètres, voire plus, voire de nuit, les capteurs sont très mauvais en basse lumière, qui se déplacent à grande vitesse, c'est absolument pas adapté à ça. Donc pour réussir à filmer correctement ces objets-là qu'on observe, il faut des capteurs spéciaux, il faut des fréquences d'image qui sont très très élevées, il faut être capable de capter dans un spectre qui est plus large que juste celui de la lumière, il faut, t'as pas ça dans ta poche, clairement. Et puis même si t'as le truc dans ta poche, la moitié du temps t'es en panique, tu vois le truc ou voire t'y penses pas. Okay. Mais il en existe quand même. Il y a un autre point qui est intéressant, et là on est vraiment dans la théorie. Mais on est dans une théorie qui moi m'intéresse aussi parce que tout l'aspect un petit peu technique qui englobe le sujet, à savoir comment est-ce que ces objets sont capables de se déplacer, ça m'intéresse. Donc c'est de la théorie, mais il y en a une qui me plaît beaucoup, qui s'appelle donc qu'on appelle la théorie de la bulle quantique, si tu veux, qui est développée notamment par Al Puthoff, je crois, et Eric Davis aux États-Unis, mais aussi on a un Français, Cocorico, Philippe Guimand, qui a travaillé beaucoup sur cette théorie-là et qui explique comment ces objets sont capables de se déplacer de cette façon-là. Et donc, ils expliquent qu'ils seraient capables de générer leur propre bulle dans laquelle les lois de la physique, à l'intérieur de cette bulle, sont différentes de celles à l'extérieur de la bulle. D'accord? Donc ça expliquerait pourquoi
ils ne sont pas soumis à la physique à laquelle nous on est soumis. Ça explique, nous on est obligé de faire, je disais, quand tu vas hyper vite en avion, de faire un bête de virage, etc., qui te prend du temps, et eux, d'un coup, ils peuvent s'arrêter, enfin eux, les objets peuvent s'arrêter, tac, repartir angle droit, toute vitesse, aller sous l'eau, etc. Ça explique aussi le fait qu'il n'y ait pas de diminution des performances quand tu passes d'un médium à un autre, de l'atmosphère à l'eau, parce qu'en fait, l'environnement autour ne touche pas vraiment, ne toucherait pas vraiment l'objet à l'intérieur de cette bulle. Mais du coup, si les lois de la physique à l'intérieur de la bulle sont différentes, ça veut dire que les photons qui se déplacent, qui me permettent de te voir maintenant, lorsqu'ils vont rentrer au contact de cette bulle, bah déjà soit les lois sont tellement différentes qu'ils n'y arrivent pas et dans ce cas-là l'objet est invisible, ça se trouve à l'heure où on se parle il y en a partout là et on les voit pas, pourquoi pas. Soit en fait du coup l'objet à l'intérieur, ça rentre, mais les lois de la physique sont différentes, donc l'objet à l'intérieur paraît déformé. Ce serait pour ça qu'on a beaucoup de vidéos où le truc a l'air tremblant, un petit peu comme ça, on comprend pas bien. Les personnes qui ont travaillé sur ces théories expliquent que c'est tout à fait normal si jamais ces engins-là sont propulsés de cette façon-là. C'est de la théorie, mais je trouve ça intéressant. C'est méga intéressant, et c'est méga logique, tu vois. Mais tu donnes une réponse à ce genre de questionnement. C'est très bien, c'est très bien. Une réponse qui est une théorie, donc c'est pas une explication... Non, ouais, on s'entend, mais je veux dire une des hypothèses. Ouais, carrément. Je réponds comme ça, une des hypothèses à ce genre de questionnement. Ouais, exactement. Et qui plus est par l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, avec l'apparition de l'IA générative, d'images, etc. Maintenant, tu vas voir un truc sur ton téléphone, tu pourras jamais savoir si ça n'a pas été créé par une IA. Donc là, sur les photos et les vidéos, lorsqu'elles sont pas authentifiées par un organe officiel, comme le sont les vidéos du New York Times dont on a parlé plus tôt, bah écoute, il n'y a aucun moyen de savoir si elles sont vraies. Tu as participé il n'y a pas si longtemps, enfin non même, tu as été invité au Paris Defense and Strategy Forum. Est-ce que tu peux nous en parler? Ok. Parce que c'est super intéressant ça. Ouais, non mais carrément, et on parlait tout à l'heure des progrès qui étaient faits aux États-Unis au niveau institutionnel, et là clairement c'était un très bon signal de la part du ministère des Armées. Et en fait le Paris Defense and Strategy Forum, c'est un événement donc autour des questions de sécurité nationale et européenne principalement, qui va inviter beaucoup de militaires, des médias, des politiques, etc. pour discuter des grands enjeux géopolitiques. Okay, c'est un événement très sérieux à l'école militaire à Paris. Et au sein des discussions qu'il y avait sur ces 2 ou 3 jours de forum, il y en avait une qui était autour des PAN, des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc voilà, entre une discussion sur l'Ukraine, une autre sur la crise au Moyen-Orient, il y avait phénomène aérospatial non identifié. Et donc l'organisateur de cette table ronde, qui connaissait mon travail à travers la chaîne, m'a appelé et m'a proposé très gentiment, et je le remercie, de m'inviter et d'assister à cette discussion. Et donc, ça faisait vraiment plaisir à voir, parce qu'en faisant ça, le ministère des Armées reconnaît d'une part que le phénomène est bien réel, et il reconnaît d'autre part que c'est une discussion à avoir en des termes de sécurité, en fait. Et c'est très important, je trouve, parce que c'est vraiment de ça dont on parle. On parle d'objets qui se déplacent impunément dans nos cieux, dans nos océans, etc. Et on ne sait pas les identifier. Donc, a priori, ça devrait relever de ces questions-là aussi, quoi. Eux, ils ont conclu des choses, ils disent des choses par rapport à... La table ronde qui a eu lieu là-bas, c'était donc 4 personnes qui discutaient, plus le modérateur, celui qui avait organisé la table ronde. Et dans l'audience, il y avait tous les gens les plus sérieux que tu peux croiser dans ces cercles-là. Donc, il y avait des gens bardés de décorations, là, en costume, des gens de l'Air Force, de l'armée de terre, et puis juste des gens en costume, je sais pas qui c'était, mais c'était sans doute des gens qui pouvaient, eux, faire un minimum avancer les choses à ce sujet. Et je me souviens que avant de commencer, je parlais avec l'organisateur qui me disait qu'il savait pas comment ça allait se passer, qu'il savait pas si des gens allaient venir ou pas. Bon, il se trouve que la salle était remplie à ce moment-là. Donc c'est ça aussi, je trouve, un bon signal. À la fin de la discussion, il y a eu des applaudissements chaleureux de la part de tout le monde. C'était pas du tout, on n'était pas du tout dans un univers farfelu, on était avec des gens très sérieux qui ont apprécié une discussion sur ce sujet-là et qui, j'espère, vont permettre de faire bouger les choses. Et j'espère vraiment que cette table ronde, c'était un premier pas vers un engagement accru de la part du ministère et globalement des institutions françaises. En tout cas, encore une fois, c'est vraiment un message encourageant, je trouve. Mais il n'en est rien sorti parce qu'il n'y a pas les solutions. C'est juste, le phénomène existe
Et il commence un travail là-dessus, en fait, un peu. En fait, ça a été un genre d'état des lieux de la situation. Un petit peu comme une forme de briefing, si tu veux, sur l'aspect historique du phénomène et sur l'actualité récente. Donc, il a fallu faire ça très rapidement. C'est surtout Sylvain Maisonneuve et Baptiste Fricourt qui s'en sont chargés. Il y avait aussi un colonel de l'armée de l'air qui lui expliquait la façon dont il procédait s'il devait rencontrer un appareil non identifié en plein vol. Et il y avait le responsable actuel du GEPAN, Frédéric Courtade, qui était là pour aussi discuter donc, du lien qu'ils avaient avec l'armée de l'air et de leur propre méthodologie à eux d'enquête, dans le cas où ils recevaient un témoignage direct de quelqu'un ou voire un témoignage d'un pilote de l'armée de l'air, par exemple, quoi. Moi, il y a quand même quelque chose qui me marque dans ce phénomène, c'est que avec toutes ces années, alors il y a des ressemblances, mais c'est souvent des objets différents. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une unité. C'est pas, ok, il est noir en triangle et on en a vu 500 000 comme ça, quoi. C'est toujours différent. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis ou pas du tout? Il y a des ressemblances, attention, il y a des types, mais il y a des lumières différentes, des formes, des... Dans l'histoire de l'ufologie, il y a, donc comme je disais, des vagues. Ces vagues, elles sont caractérisées par l'observation de certains types de formes. Et aujourd'hui, on a identifié une dizaine de formes qui sont vraiment récurrentes, quoi. Okay. Je recommande d'ailleurs le travail de Robert Powell et un livre qu'il a fait qui s'appelle A Scientist Explains What We Know and Don't Know, UFOs, très sobrement. Je fais pas de la pub, hein, j'ai aucun intérêt à vous montrer ça, si ce n'est que lui justement, il a été directeur de recherche au sein du MUFON après sa carrière perso, pendant laquelle il ne pouvait pas s'intéresser au sujet de peur, de répercussions sur, voilà, comme on disait tout à l'heure, hein, le stigma qui est associé, etc. On peut pas forcément le faire sans être inquiété, etc. Bon bref, derrière, il devient un directeur de recherche du MUFON pendant un certain nombre d'années, et donc il a étudié des milliers de cas et des milliers d'observations. Il a été capable de dresser un genre de tableau un petit peu des objets qui sont les plus souvent observés. Donc il y a quand même une cohérence ou oui, d'accord. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça, c'est que c'est pas un grand foutoir non plus. On a une dizaine de formes qui sont vraiment récurrentes. Le phénomène qui est le plus souvent observé, et tu es allé à Esdalen il n'y a pas longtemps, ce sont des orbes lumineuses. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas l'écrasante majorité, mais c'est vraiment la majorité de ce qui est observé, c'est ça. Des orbes lumineuses qui se déplacent, qui apparaissent, qui disparaissent, qui se déplacent très rapidement, qui s'arrêtent, qu'on peut voir voilà, au niveau de la mer, comme on peut voir très haut dans le ciel. On a plein de pilotes de ligne qui observent au-dessus de leur cockpit à des distances qui sont beaucoup trop loin pour des avions traditionnels, des orbes qui se déplacent, qui se tournent autour, qui partent. Il y a des discussions entre tours de contrôle et pilotes de ligne qui valent vraiment le détour. Alan 544, zone pass message. Roger, I've got a very bright object, very bright yellow object looking, well, like a cigar. Well, looking through binoculars as I am now, there's a second one just appeared behind the first one from where I am. Certainly two objects now. Passengers can both see, passengers can see two objects. Roger, have you any idea of the scale of them? Let's say from here, don't know, like a size of a 737, something like that. Donc là, tu as toutes les formes en proportion. Tiens, regarde, c'est marrant. Qui sont observées avec aussi le niveau de fiabilité, si tu veux. Les formes les plus observées sont quand même les ronds, les rectangles et les triangles. Et après, il y a des formes parfois complètement loufoques qui sont observées, mais qui, moi aussi, me font me dire, enfin, pour moi, renforcent aussi le témoignage des gens qui rapportent ces formes-là, parce que je me dis, mais pourquoi ils iraient rapporter cette forme-là alors qu'elle n'a aucun sens? Au moins, si jamais tu veux créer un canular, choisis un truc que les gens connaissent et ils disent, bon, bah oui, c'est vrai, il y en a eu d'autres. Mais là, tu as des gars qui rapportent des formes en altère, par exemple. Je sais même pas ce que c'est. Une altère, c'est... Ah, une altère de... Je crois que c'était une forme... Voilà. Ah ouais, non, oui, oui, d'accord. Comme sa barre centrale avec deux énormes trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Et tu as quelques cas comme ça d'observation d'altère. Mais si tu n'as pas vu une altère dans le ciel, pourquoi tu vas dire que tu as vu une altère dans le ciel? Tu penses que les gouvernements, ils en sont conscients? Tu penses qu'ils ont une partie de la réponse et ils y vont doucement? Tu penses à ce scénario-là? Alors, je sais que le gouvernement en sait plus. Je sais pourquoi, parce qu'on sait que lorsque David Grush se présente au Congrès,
au préalable, il a fourni à l'inspecteur général un dossier et les témoignages de 40 témoins qu'il avait interviewés pendant son enquête. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas forcément été toutes rendues publiques, mais qui sont connues du Congrès, en tout cas de certaines personnes au Congrès qui sont habilitées. Donc ça, on le sait, dans tous les cas, qui savent plus. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? Je peux que supposer, et je ne suis pas là pour supposer. Mais je sais, de facto, qu'ils savent plus. Mais tu vois, moi je veux bien croire qu'aux États-Unis, il y a toute une... c'est pas une conspiration, mais tout un secret. Mais il y a des pays comme peut-être en France, même en Suède, où c'est plutôt libéral. Ils vont plutôt être free. Même en Norvège, en fait, ils sont plus à partager un petit peu ce qui se passe en vrai. Ouais, plus transparent. Donc je me dis, si un État avait des informations folles, ils auraient lâché l'info. Je crois pas à ce truc qu'on sait puis on garde quelque chose. Je pense qu'ils sont en train de... Enfin, je sais pas, c'est mon avis, mais ça me paraît impossible que tous y tiennent. Toi, ils se disent non, on va pas trop lâcher. Si plusieurs pays savent vraiment ce qui se cache derrière ce phénomène, ça paraît improbable qu'ils aient tous décidé ensemble. Venez les gars, on le dit à personne, on garde ça pour nous. Ça fait vraiment conspirationniste et je te rejoins carrément là-dessus. Mais là, on rentre dans des discussions un peu trop. C'est un peu des pensées personnelles. Donc ouais, c'est ça. En fait, si moi je devais avoir un avis là-dessus, et pour le coup, c'est vraiment personnel, j'ai la sensation qu'en grande partie, il ne s'agit pas d'une grande cabale mondiale façon X-Files. Il s'agit d'une part de gêne que ça cause par rapport au fait qu'on n'est pas capable d'identifier ce que c'est, qu'il y a aussi des raisons d'État là-dedans, et une forme d'inertie bureaucratique, si tu veux. Genre des choses qui sont classifiées par-là, classifiées par-ci, qui se mangent ou disparaissent entre elles, des choses qui sont tellement compartimentées que ce truc-là, on sait plus ce qu'on a le droit de sortir sur ce sujet, et ça devient un sujet tellement radioactif que mélangé à ce que je te disais, eh ben on n'arrive pas à obtenir de réponse correcte sur cette question. Je pense qu'il y a vraiment un mélange de ces trois choses-là, et vraiment la gêne que ça provoque de ne pas être capable d'expliquer aux gens ce que c'est, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça, il ne faut pas non plus le négliger. Une puissance militaire qui ne peut pas dire à sa population vous inquiétez pas, ça, on sait ce que c'est, parce qu'on l'étudie depuis 50 ans, on ne vous le dit pas parce que nanana, mais voilà. Quelqu'un qui n'est pas capable de dire ça, bah, c'est un signal de faiblesse énorme. Ouais, on ne veut pas le dire à sa population et on ne veut surtout pas le dire à ses ennemis non plus. Donc en fait, ils sont un peu en mode ouais, c'est intéressant. Tout le monde se toise. Tout le monde se toise, qui va dire un truc en premier, etc. Et encore une fois, c'est un avis personnel. On va revenir à des choses qu'on sait plus. Ouais. Je voulais juste parler, c'est aussi des choses personnelles qui m'ont marqué. Hein. On constate souvent des observations du phénomène Pan OVNI au-dessus, soit de bases spatiales militaires, proches des forces militaires, ou alors près des centrales nucléaires. Et plus largement, ouais. Est-ce que tu as vu un peu ce genre dans tout ce que tu as étudié, tu es d'accord qu'il y a beaucoup d'observations vers le nucléaire? Comme si, c'est ça qui est fou, tu vois, comme si cette chose était intelligente et s'inquiétait ou observait notre nucléaire, quoi, une grosse énergie qu'on utilise ici. Ouais, ça c'est un des caractéristiques majeures des études qui ont été faites sur la manière dont sont recoupées les observations dans le monde. Oui, c'est vrai que j'ai vu des trucs en Pologne, en Allemagne, en Angleterre, il y a souvent des observations près de centrales nucléaires. Ouais. C'est quand même fou. Lorsque tu fais une étude de point spatial sur l'ensemble des observations, il se trouve qu'il y a des points chauds et que les points chauds, certains de ces points chauds, sont des sites nucléaires. Donc ça peut être des centrales nucléaires, mais ça peut être aussi des sites qui abritent des ogives nucléaires. Ça peut être des appareils qui sont propulsés au nucléaire, donc des porte-avions nucléaires par exemple. C'est le cas du Nimitz, hein, le tic-tac dont on parlait tout à l'heure. Bon, c'est un navire qui était propulsé par le nucléaire. Donc clairement, il y a un lien direct entre OVNI et nucléaire. Ces engins, pour X raisons, sont attirés ou inquiétés ou interprète ça comme tu veux, mais par le nucléaire. Et on a évidemment une flopée de cas qui parlent d'observations qui sont faites sur ces sites-là, dont des cas qui sont extrêmement troublants, voire inquiétants, qui impliquent des ogives nucléaires. Je te parle de ces observations au-dessus des centrales nucléaires ou proches du nucléaire, parce que ça m'a vraiment frappé, tu sais, dans beaucoup de documentaires, des gens très sérieux, des militaires ou des gens des centrales disent « Moi, je m'en fiche des ovnis ou de ces trucs. » Mais il y a eu des histoires folles avec des centrales qui sont coupées,
comme tu expliquais, des avions qui ne peuvent pas décoller quand des objets non identifiés étaient proches de ces installations. Ouais. Donc c'est incroyable, tu vois, je trouve ça c'est fou. Mais on a même des sites de lancement nucléaire dont toutes les ogives ont été rendues inopérantes alors qu'un objet était observé au-dessus de la base. On a plusieurs cas comme ça. On a ce cas-là, mais on a aussi d'autres cas où les ogives sont rentrées en mode go, si tu veux, lancement, alors que personne n'avait rien touché, évidemment. Donc c'est vraiment inquiétant parce que là on parle de l'arsenal nucléaire, on rentre encore dans un autre niveau de danger potentiel ou d'étrangeté comme tu veux, c'est très spécial quand même. Ouais, surtout que on perd le contrôle sur nos armes. Donc t'imagines Ouais. les armées, les gouvernements, en fait, je te parle de ça parce que ça colle un petit peu à ce que tu disais, où ils savent pas forcément, ils veulent pas perdre la face à un phénomène qu'ils contrôlent pas et qui est ultra dangereux, qui est possiblement... Ouais, qui est un aveu de faiblesse. En fait, comment tu veux dire à ta population, on a observé un objet qui a désactivé nos ogives nucléaires? Ou qu'il les a activés. Ou qu'il les a activés. Ouais. Bah, tu passes pour un charlot, quoi. Genre, bah... Et ces histoires qu'on parle, de nouveau, c'est des choses qui ont été relatées par des gens oui. sérieux et qui n'ont rien à voir avec... Les personnels de la base qui étaient là, de tout grade, qui ont signé des papiers notariés, qui s'appellent des affidavits là-bas. Donc c'est des gens qui engagent juridiquement, légalement leur parole sur leur témoignage. Et encore une fois, c'est pas un seul témoignage, c'est plusieurs. C'est très bizarre, il y a un intérêt pour le nucléaire. Quel est-il? Je peux pas te le dire, mais à surveiller. Il y a pas mal de grands scientifiques, tu vas voir où je... Il y a pas mal de grands scientifiques qui sont vraiment reconnus, etc., même à Harvard, etc., qui ont commencé à parler de choses assez précises. Bon, ils parlaient donc de vaisseaux. Je sais plus comment il s'appelle, l'espèce de... Moi. Exactement. Exactement. Ça, c'est très étrange. Donc, c'est une sorte de météorite, enfin, pas une météorite, mais un objet, en tout cas, dans l'espace qui se déplaçait étrangement. Ouais. Et il a été étudié à Harvard, notamment. Ouais. Avi Loeb, qui est le responsable du département d'astrophysique d'Harvard, bah, lui encore, c'est quand même quelqu'un de plutôt sérieux, je pense, dans sa démarche. Cet objet, ou moi, qui s'appelle comme ça parce qu'il est observé par un télescope hawaïen, et donc c'est un mot hawaïen, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais le nom peut faire sourire, c'est pour ça que je précise. C'est un énorme objet oblong qui est observé par un télescope et qui se comporte bizarrement. Je crois que d'un coup il décélère et puis qu'ensuite il accélère et qu'aucun objet... Ils ont conclu que c'était pas un truc naturel en tout cas. C'est ce que Avi Loeb conclut, ou en tout cas théorise. Et aujourd'hui, il n'y a pas du tout de consensus là-dessus, qu'on soit clair. On n'a pas dit on a découvert un vaisseau dans l'espace qui a accéléré d'un coup, tu vois. Mais lui, en observant ça et en éliminant toutes les autres possibilités, il conclut que ça doit être un appareil technologique, lequel on ne sait pas, mais qu'il ne comprend pas ce que ça pourrait être d'autre. Alors après, c'est controversé. J'ai lu des gens qui avaient fait des contre-théories, peut-être en parlant de dégagement de gaz, je crois, qui aurait peut-être propulsé l'objet, ou de dégagement de glace, ce genre de choses. J'ai plus bien en tête, mais voilà, que les gens comprennent bien qu'il n'y a pas de consensus là-dessus, mais qu'il y a des gens comme Avi Loeb à Harvard qui lui aussi envisagent sans problème le fait que un objet extraterrestre, intelligent, ou en tout cas issu de technologies intelligentes, puisse se balader dans notre système ou dans notre galaxie. C'est pas du tout déconnant d'imaginer ça. On soit clair. Les gens vont nous dire non mais attends, une espèce qui a évolué sur un caillou perdu au milieu de nulle part, qui a développé des moyens de partir dans l'espace, etc. Aller explorer, machin, c'est de la science-fiction. Tu leur dis, mais là, ce que tu viens de décrire, c'est l'espèce humaine, en fait. Donc, si nous, on a été capable de le faire, c'est pas du tout déconnant d'imaginer qu'une autre espèce, parmi les milliers de milliards de galaxies qu'il y a dans l'univers, ait fait la même chose. Je pense qu'à un moment, il faut quand même relativiser sur cette question. C'est pas ridicule du tout d'envisager ça, c'est même plutôt logique. Alors après, que ça nous visite ou pas, c'est un autre débat. Mais par contre, rire, sourire, rejeter ou voire être dans le déni de la possibilité qu'il s'agisse d'extraterrestres, c'est absolument pas en accord avec l'état des connaissances actuelles.
Au contraire, il y a beaucoup de scientifiques de plus en plus qui te disent que d'ici 5 à 10 ans, on va commencer à découvrir des traces de vie, même microbiques, tu vois, sur d'autres planètes. On lit des articles quasiment toutes les semaines, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ça, sur des enquêtes qui sont faites sur Mars, dans l'atmosphère de Vénus, voire sur des exoplanètes qu'on découvre quotidiennement maintenant, quoi. Grâce à ton projet documentaire sur le phénomène, tu as rencontré pas mal de personnes, tu as écouté beaucoup de gens, tu as lu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des histoires qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a une anecdote ou une affaire qui t'a marqué plus qu'une autre? Ce que m'a permis ce projet documentaire, c'est de replonger intensément et de manière vraiment professionnelle. Donc quand je dis professionnel, c'est parce que moi je suis réal, et donc là vraiment en tant que réalisateur de documentaire, et de vraiment m'axer de cette manière-là sur le sujet. Je le faisais déjà d'une certaine manière avant, mais jamais avec ce niveau d'intensité, si tu veux. Parce que à partir du moment où j'ai switché, je me suis dit ok, je fais ça, ben, je ne pouvais absolument pas me louper, je ne pouvais absolument pas mal le faire. Il fallait que je le fasse avec le niveau d'exigence que j'ai pour le reste de ce que je fais dans mon métier, et sans doute amplifié par la nature du sujet. Je voulais absolument pas, je parlais de bâton pour battre, je voulais absolument pas donner le bâton pour me faire battre, quoi. Parce qu'il y a tellement de gens qui t'attendent au tournant lorsque tu sors un truc comme ça. Et donc, ça m'a forcé à avoir une rigueur dans la manière dont je préparais chacun des épisodes, et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses que je ne savais pas, hein, par définition, ou au moins approfondir des choses que je savais en surface. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que je retiens plus parmi les choses que j'ai découvertes ou approfondies? Je pense que chaque épisode, chaque invité m'a permis d'extraire un truc qui me manquait vraiment par rapport au sujet. Et chaque épisode, j'essaie de faire en sorte qu'il ne soit pas identique aux autres. Donc on a un premier épisode qui est vraiment actualité américaine, où on fait vraiment un état des lieux de la situation. On a un deuxième épisode avec un ingénieur aéronaval, en gros, qui nous parle vraiment de l'approche technique et scientifique à travers sa commission qui étudie le phénomène. On a un autre épisode qui est plus sur l'influence, le renseignement, avec un ancien directeur de la DGSE, qui dit d'ailleurs sans trembler que oui, les ovnis ça existe, que oui, ils désactivent des ogives nucléaires, que oui, ceci, que oui, cela, un ancien directeur de la DGSE. Bon, bref. On a un quatrième épisode sur l'histoire du phénomène. Alors lui, il m'a pris tellement de temps à faire, parce que là, j'ai dû couvrir de la fin du XXe siècle à 1969, et aller plonger dans toutes les archives, etc., recouper les informations, être sûr que quand on dit que telle archive est vraie, etc., aller moi-même dans le truc, voir, me taper des kilomètres de rapports, etc. Mais en même temps, du coup, c'est vraiment là où je veux en venir. Ce projet m'a permis vraiment d'extraire d'aller puiser dans toute la matière, en fait, qui est vraiment fascinante. C'est vraiment la matière brute de ce sujet-là. C'est sympa de connaître les histoires, c'est les histoires qui excitent. Mais en fait, quand tu vois ce qu'il y a derrière l'histoire, quand tu vois les fondations et la solidité des fondations de ces histoires-là, parfois, il y en a qui ne le sont pas du tout et ça dégage, mais celles qui sont vraiment solides, ça, c'est vraiment ce que je retire de ce projet documentaire. Le 5e épisode, par exemple, avec Michael Vaillant, lui, c'est un mec qui a fait extraire des tendances parmi une masse d'observations. Il est parti du principe qu'il allait essayer de prouver le fait que le phénomène était intelligent. Comment on prouve ça? Et ben, il se dit, si il émerge des tendances parmi une masse d'observations, ça peut pas être dû au hasard. Parce que si c'est que des gens qui racontent n'importe quoi, n'importe où, et ben à la fin, tu as un foutoir de données. Mais si tu as des tendances qui émergent, et ben dans ce cas-là, tu peux calculer la probabilité que cette tendance-là émerge ou pas. Et il a calculé, parmi les études qu'il a fait, qu'il y avait une chance sur 50 000 pour certaines observations qu'il a faites, pour que ces choses-là arrivent, si tu veux. Cette probabilité arrive. Et donc, il a estimé, et plutôt à juste titre, que il avait prouvé à travers les chiffres seulement, factuellement, comme ça, qu'il y avait une intelligence, une forme d'intention derrière les apparitions de ces phénomènes-là. Bon bref, c'est passionnant. Simon, je te remercie infiniment de m'avoir accordé ce temps. Je laisserai quasiment l'intégralité, je pense, de la vidéo. Ça s'écoute dans la voiture, dans les oreilles, ça se regarde aussi. Et évidemment, il y aura tous les épisodes et la chaîne YouTube en description. Simon, peut-être on va se recroiser. Avec plaisir. Sur d'autres projets, parce Yes. que moi j'adore cette thématique et je te remercie infiniment, c'était hyper enrichissant. Malheureusement, c'est dur de parler de tout, mais on a quand même fait, je trouve, un
on a dégrossi le truc, quoi, quand même, c'est très chouette. Ouais, j'espère qu'on a peut-être un petit peu titillé la curiosité de tes spectateurs. Après, effectivement, s'ils veulent approfondir, je les invite à aller voir les épisodes qui rentrent un petit peu plus en profondeur. Mais voilà, en tout cas, si je peux juste passer un petit message. Vas-y. Juste restez curieux, faites attention aux préjugés, faites-vous votre propre idée sur les choses avant de les rejeter. Et voilà, on peut rejeter quelque chose de façon éduquée, mais si c'est juste basé sur des préjugés, je trouve que c'est un petit peu dommage, et c'est de ça dont souffre vraiment le sujet OVNI. Donc voilà, petit message militant. Incroyable. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup.